Très bien. Alors, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Vous êtes 160 personnes à vous être inscrites à cette présentation de notre appel à manifestation d'intérêt, contribution du fait associatif au territoire, Amira. Euh, et donc, je vais euh, euh, vous présenter en quelques mots l'Institut, mais j'aurai le plaisir et je remercie à mes côtés Brigitte Giraud, vice-présidente de l'Institut, et Laurent Fraisse, qui est sociologue, chercheur associé au LIS CNAM CNRS et membre du comité scientifique de l'Institut, d'être à mes côtés pour cette présentation. Alors, quelques mots pour vous dire qui est l'Institut français du monde associatif. L'Institut s'est créé en 2019 à Lyon pour renforcer la connaissance et la reconnaissance du monde associatif. Et pour cela, il a trois grandes missions. D'abord, détecter et qualifier les besoins de connaissance du monde associatif, à quels besoins on veut répondre. Ensuite, à partir de là, bâtir des programmes de soutien à la recherche pour répondre à ces besoins. Et puis ensuite, diffuser la connaissance. Et en faisant l'ensemble de ces activités, une préoccupation permanente de rapprocher les acteurs et les chercheurs. Donc en 4 ans, l'Institut a lancé 6 groupes de travail. Il a lancé une consultation initiale et puis 6 premiers groupes de travail. Il a soutenu 32 nouvelles recherches utiles au monde associatif, aux associations et à leurs partenaires. Nous avons pris l'habitude, en lancement de nouveaux programmes, de vous les présenter à travers un webinaire pour pouvoir aussi répondre à vos questions. Donc, la fonction du chat est là pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions. On espère qu'elles seront nombreuses. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Brigitte Giraud pour nous expliquer un peu l'origine de ce programme, et notamment à travers le groupe de travail que l'Institut avait créé et lancé. Et puis ensuite, Laurent Fraisse nous partagera l'état de l'art de la connaissance, en faisant ressortir les angles morts sur ce sujet. Et puis, dans un troisième temps de présentation, je vous développerai quels sont les 4 axes de notre appel à manifestation d'intérêt, et puis quelles sont les modalités pour y répondre. Et ensuite, nous aurons 30 minutes de questions-réponses. Brigitte, à toi la parole. Merci Florian, bonjour à toutes et tous. Alors, en effet, quelques mots sur ce groupe de travail acteurs-chercheurs qui a progressivement donné naissance à l'appel à manifestation d'intérêt dont nous parlons aujourd'hui. En amont même de ce groupe de travail, une consultation nationale que l'Institut a lancée à sa création auprès à la fois des acteurs associatifs et de l'ensemble des acteurs de leur écosystème, et d'autre part du côté des chercheurs. Cette consultation nationale, on l'a résumée là aujourd'hui autour de 3 grands sujets sur cette infographie, mais évidemment c'est réducteur. En tous les cas, ce qui me semble intéressant de vous montrer là, c'est qu'il y a ces 3 grandes catégories. Le premier en tête, évidemment, qui est un gros sujet, modèle socio-économique. Ce qui est plus original, c'est qu'on y a ajouté la question de la création de valeur des associations. Et vous avez vu que dans la manifestation d'intérêt, il y a des choses à ce sujet-là. Le deuxième point, gouvernance et démocratie. Le troisième point, les frontières du monde associatif. Donc, je ne vais pas commenter l'ensemble de ce schéma. J'espère que vous le voyez bien. La question territoriale n'est pas frontalement apparente, si ce n'est qu'elle est en creux partout. Et
On la voit quand on parle de la gouvernance externe, par exemple, dans le cercle sur la gouvernance. On la voit quand on parle de la question de la géographie et des identités régionales. On la voit quand on parle de la création de valeurs, etc., etc. Et donc, cette entrée territoriale qui était si fortement en creux dans le contexte actuel nous a semblé devoir être un sujet à traiter par l'Institut. Alors, on peut avancer et justement se dire que les groupes de travail, c'est dans l'Institut, dans l'ADN de l'Institut, pardon. Florian l'a dit à l'instant, autour de nos 3 orientations stratégiques, on a bien cette finalité qui est de rapprocher acteurs et chercheurs autour des sujets faits associatifs et dans cet ADN, eh bien, nous commençons en règle générale des travaux pour commencer à les explorer au travers de groupes de travail. Donc, vous avez là sur la partie gauche du slide, vous avez les groupes de travail qui existent ou qui ont déjà existé, qui ont donné lieu, en particulier pour modèle socio-économique et création de valeur, à un appel à manifestation d'intérêt. D'autres ont donné lieu à d'autres aspects que je ne vais pas détailler ce matin, mais vous y retrouvez bien celui qui nous préoccupe, c'est-à-dire fait associatif et territoire. Comment fonctionne un groupe? Un groupe de travail, c'est d'abord un double pilotage, à la fois stratégique et académique. Donc là, en l'occurrence, le pilote, j'ai eu le plaisir d'être le pilote stratégique. La pilote stratégique, c'est en général un membre du conseil d'administration. En l'occurrence, je le suis. Et puis, le pilote académique, c'est Laurent Fraisse qui prendra la parole après moi et qui vous a été présenté sur les slides tout à l'heure. Un groupe de travail, c'est 20 à 40 participants, suivant les sujets, suivant les besoins, suivant, etc., qui proviennent à la fois du monde associatif. Alors, quand on dit monde associatif, encore une fois, là, c'est au sens large, hein, vous le voyez dessous, acteurs, têtes de réseau, structures d'accompagnement du secteur et partenaires publics et privés. En règle générale, tous nos groupes ont l'ensemble de ces catégories d'acteurs présentes. Et puis, le monde dans la recherche. Et là, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus possible toute discipline académique concernée. On peut donc avancer au slide suivant pour se dire comment nous travaillons, alors de façon générale dans ces groupes de travail, avec des étapes. Donc, les différentes étapes, le but de ce groupe de travail, c'est d'arriver aux livrables que vous voyez mentionnés en bas. C'est des livrables pour un groupe de travail qui réunit des types d'acteurs si différents, qui sont ambitieux toutefois, tout de même, et le premier délivrable, c'est évidemment des orientations de recherche utiles au monde associatif, une bibliographie participative qui vous sont donc les deux mises à disposition puisque vous avez la note, l'accès à la note pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, ainsi que la bibliographie qui a été produite par le groupe de travail. Évidemment, en tant que tel, le fait d'avoir exploré un sujet dans un groupe acteurs-chercheurs, ça donne un premier réseau de connaissances thématiques qui, évidemment, a vocation à s'enrichir de tous ceux qui auraient pu y participer, qui n'y étaient pas, et de tous ceux qui vont y trouver intérêt. Et puis, du matériau de connaissances identifié à disposition. Alors, on travaille en étapes. Hein, ces étapes, vous les voyez à l'écran, je ne vais pas les commenter longuement, mais enfin, elles vont bien de définir et structurer des enjeux de connaissances sur une thématique et d'aller jusqu'à proposer des recommandations d'action pour l'Institut. Et c'est ainsi que, sur le sujet fait associatif et territoire, on en est arrivé à des recommandations qui vont vous être détaillées en termes d'axes et qui font l'objet, qui sont l'objet de cet appel à manifestation d'intérêt. Sur ce groupe de travail acteurs-chercheurs en particulier, peut-être un mot particulier, puisque
j'ai commencé mon propos en disant que le territoire, la question territoriale était plutôt en creux dans l'enquête de connaissances que nous avions réalisée, de besoins de connaissances, pardon, que nous avions réalisé, et que le groupe de travail lui-même s'est rendu compte que malgré un certain nombre de travaux existants, on a pu aller jusqu'à se dire dans ce groupe et le partager entre acteurs et chercheurs qu'on était encore sur un très large impensé du rapport entre les associations et les territoires, entre le fait associatif et les territoires, entre la contribution des et sur le sujet de la contribution des associations au territoire. Donc, le champ est relativement, a été largement ouvert sur le fait qu'il y avait de réels besoins. Vous avez ici apparaît le rappel du pilotage, ce groupe de travail a pu opérer en 3 étapes depuis le mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de mars 2022, avant évidemment d'être traduit en appel à manifestation d'intérêt. Et nous avons pu réaliser ces travaux grâce au soutien qu'a pu obtenir l'Institut de la Fondation GRDF pardon, et de la Fondation RTE. Nous étions 20 dans ce groupe. Et nous avons travaillé donc en 3 temps pour à la fois initier un réseau de connaissances, ça c'était le début, pour définir des grands enjeux de connaissances dans un premier temps. Un deuxième temps qui nous a permis de partager un état des lieux, qui nous a permis d'identifier des ressources de connaissances à exploiter. Et enfin, un troisième temps qui nous a permis, pour le coup, de passer des enjeux à la définition des besoins de connaissances prioritaires et de proposer ces fameuses recommandations à l'Institut et qui font la transition et qui me permettent de passer la parole à la fois à Laurent puis à Florian. Oui, bonjour tout le monde, donc Laurent Fraisse. Donc comme l'a dit Brigitte Giraud, j'ai copiloté ce groupe de travail fait associatif et territoire, et en fait ça a été l'occasion, on va dire, d'une première revue de la littérature, en tout cas francophone, on va dire, qui ne se veut pas exhaustive, mais qui a plutôt confirmé les intuitions, qui avaient un champ en tout cas à approfondir pour penser de manière globale et diversifier les relations entre associations et territoires. Donc là-dessus, je dirais qu'il y a eu une exploration de temps. Une première revue de la littérature exploratoire plutôt d'articles et de recherches qui traitent d'une association ou d'un regroupement associatif sur un territoire donné et sur un secteur ou une politique donnée. Donc ça, on a effectivement un certain nombre de travaux qui essayent de justement problématiser et qualifier les relations des associations au territoire. Je ne vais pas rentrer dans la diversité des premiers résultats, mais la limite de ces travaux, c'est justement d'être des études de cas et donc de rendre difficile une montée en généralité pour penser les rapports du territoire au monde associatif. Parce qu'on étudie une association dans un quartier politique de la ville, un regroupement associatif en milieu rural. Donc, on a des recherches riches, mais ça ne nous permet pas vraiment de penser, on va dire, les relations du territoire et de la vie associative dans sa diversité. Et puis, plus récemment, à l'occasion d'une communication entre certains chercheurs et acteurs du groupe lors des récentes rencontres interuniversitaires de l'économie sociale et solidaire, on a aussi commencé à passer en revue plutôt des ouvrages de référence sur le monde associatif, hein, pour mettre en évidence que finalement, le territoire est une forme de variable secondaire dans les conceptualisations du monde associatif, en tout cas qui ont la prétention de rendre compte de celui-ci à la fois dans sa globalité et à la fois dans sa diversité. Donc c'est des travaux qui sont bien connus, j'imagine, de vous et en tout cas de ceux qui travaillent sur ces sujets, hein. Ça va aussi bien des travaux de comparaison des modèles nationaux associatifs d'Edith Archimbaud, des enquêtes sur paysage associatif de Viviane Tchernonog, ou d'approches sociologiques aussi différentes
que celle de la sociologie de l'association de Jean-Louis Laville ou des approches plus critiques de Mathieu-Elie et Simon Cotin-Marx. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le territoire n'est pas un facteur nécessaire pour penser à la fois, par exemple, l'autonomie ou les raisons d'être du fait associatif, mais aussi pour penser les typologies des associations. Donc, pour vous prendre juste deux exemples, dans les comparaisons des modèles nationaux, finalement, les informations qu'on a relatives au territoire, c'est finalement est-ce que le système politico-administratif des pays est plus ou moins décentralisé. De même, sur les enquêtes type paysage associatif, finalement, il y a des informations sur le territoire, mais elles sont finalement dérivées soit des échelles de collectivités territoriales, soit du secteur d'activité. Autrement dit, d'une certaine manière, les informations qu'on a sur le territoire des associations, elles sont rabattues d'une certaine manière au territoire, à l'espace politico-administratif de celle-ci, qui donc le territoire est vu plutôt comme un support de l'action associative, beaucoup plus que l'association comme un acteur du développement territorial ou de la construction de ceci. Et donc, c'est avant tout dans les relations au pouvoir public que le territoire des associations est abordé, ce qui est une réalité qui a été souvent, d'une certaine manière, ramenée et rappelée par les acteurs et les responsables associatifs du groupe, qui nous ont bien rappelé qu'il y avait des injonctions institutionnelles pour agir dans tel quartier et pas celui d'à côté, auprès des habitants de telle commune et pas des habitants voisins. Donc, il y a effectivement une réalité du territoire institutionnel des associations. Pour autant, on voit bien que ça laisse de côté des approches territoriales plurielles et constructivistes, ou en tout cas beaucoup plus riches des territoires, et toute une série d'enjeux qu'on s'est posés dans ce groupe de travail. Par exemple, est-ce qu'on peut enrichir les typologies des associations à partir de la variable territoriale, en distinguant par exemple des associations de proximité, dont finalement le territoire est l'objet même de l'association dans un quartier ou pour la défense d'un patrimoine? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres associations qui auraient un rayonnement, une capacité de projection extracommunale sur des territoires qui font sens à plusieurs échelles? Et est-ce qu'on peut même envisager des associations extraterritoriales qui ont des stratégies d'implantation France entière avec finalement des implantations sur des territoires sur lesquels elles n'ont par exemple aucun ancrage historique. Donc voilà, on voit bien qu'il y aurait un enrichissement à faire pour penser la diversité associative à partir des territoires, mais aussi de penser au-delà ou en tension avec le territoire institutionnel, par exemple le territoire vécu par les usagers ou les bénévoles, ou encore des territoires, on va dire, cognitifs ou stratégiques que les associations construisent avec d'autres acteurs du territoire. Donc, l'idée, c'est plutôt de penser en tension et de manière plurielle les territoires des associations pour savoir en quelles conditions elles peuvent être acteurs de celui-ci pour son développement, pour sa transition, par exemple. Et puis, dernier point, et je terminerai là-dessus, assez peu de travaux pour penser l'organisation de la vie associative, assez peu de littérature dans les territoires, c'est-à-dire comment finalement la vie associative s'organise par la forme fédérale ou d'autres formes de coalition, de regroupement associatif, et quels sont les territoires qu'elle dessine dans la capacité non pas de penser le territoire d'une association, mais le territoire de la vie associative. Bref, est-ce que la vie associative fait sens territorialement et comment elle s'organise? Voilà, je n'irai pas plus loin puisque ensuite, ces limites sur l'état de la littérature, d'une certaine manière, débouchent sur des enjeux de connaissances qui finalement structurent l'appel à manifestation d'intérêt qui vont vous être présentés par Florian. Merci. Merci Laurent, merci Brigitte. Donc, à présent, vous présentez un peu plus en détail cet appel à manifestation d'intérêt, en commençant par vous présenter ses objectifs et ses axes. Alors, comme je le disais en introduction, un programme de soutien à la recherche pour l'Institut
doit répondre aux besoins de connaissances qu'on a précédemment identifiés. Donc, logiquement, les objectifs de cet appel à manifestation d'intérêt reprennent les objectifs et les conclusions du groupe de travail. Donc, reprennent les objectifs que Brigitte a présentés tout à l'heure, mieux comprendre, reconnaître l'apport du monde associatif au territoire, analyser quels sont les mécanismes et leurs contributions aux dynamiques territoriales, à la démocratie locale, et puis identifier d'éventuels leviers d'action et d'optimisation pour les acteurs associatifs et leurs partenaires. Donc, les 4 axes de recherche prioritaires qui structurent l'appel à manifestation d'intérêt sont les suivants. Ils vous sont présentés sur cette slide. Le premier axe appelle à changer de paradigme et penser les nouveaux territoires construits par les associations. Il incite à dépasser la perception actuelle de territoires pensés essentiellement comme support politico-administratif de l'action publique, c'est-à-dire dans une logique descendante de territoires administrés, et pour les considérer aussi comme des construits sociaux, c'est-à-dire comme des écosystèmes vivants qui sont le fruit des interactions locales entre l'ensemble des acteurs, dont l'action collective citoyenne qui traverse les associations. Les territoires perçus comme des construits relationnels ouvrent une nouvelle voie de connaissance pour mieux appréhender la place jouée par les associations dans l'écosystème relationnel territorial et à partir de là, pour mieux comprendre la contribution de ces acteurs à la fabrique du territoire. C'est aujourd'hui un impensé politique, c'est largement absent du dialogue entre les acteurs et leurs partenaires et c'est également un angle de la connaissance à renforcer. Dans un deuxième axe, on s'est demandé si les associations étaient porteuses d'un nouveau récit de territoire. Donc souvent à l'initiative notamment d'actions associatives et pour faire face aux crises et transformations de la société, de nouveaux concepts se sont développés pour qualifier les territoires. On parle aujourd'hui de territoires innovants, de territoires solidaires, accueillants, apprenants, territoires zéro chômeur. Notre groupe de travail a considéré intéressant, et donc ça se retrouve comme un des 4 axes de notre appel à manifestation d'intérêt, intéressant d'analyser comment les acteurs associatifs, en particulier, étaient porteurs d'un nouveau récit de territoire, avec une notion de récit qui nous semble intéressante parce qu'elle est porteuse d'une possibilité de révéler la valeur territoriale des acteurs associatifs, qui est aussi une valeur immatérielle et qui peut être constitutive d'une forme de patrimoine culturel et territorial. Et puis la notion de récit a aussi une dimension performatrice, voire transformatrice à l'échelle territoriale. Un troisième axe de l'appel à manifestation d'intérêt s'intéresse à la manière d'évaluer la valeur territoriale créée par les associations. Quelle est la valeur territoriale créée par ces acteurs locaux sur un plan social, économique, écologique? Comment on l'évalue dans la nouvelle perspective des territoires construits par les associations? Comment cette valeur territoriale est produite dans un système d'interaction avec les autres acteurs du territoire, et mieux qualifier le rapport association-territoire aurait une portée significative, nous semble-t-il, pour l'observation, la connaissance statistique à l'échelon local, qui peine aujourd'hui à comprendre et rendre compte de cette dimension territoriale du monde associatif. Ça permettrait sans doute également de mieux outiller les décisions publiques et privées sur le financement local des associations. Donc voilà pour ce troisième axe d'appel. Et puis un dernier axe s'intéresse à l'organisation territoriale de la vie associative. Que nous apprend l'échelon territorial sur l'organisation du monde associatif, sur les leviers de son développement, comment par exemple s'organisent localement les modalités relationnelles entre acteurs, entre coopération souhaitée et concurrence subie, entre alliances favorables à l'action collective et recherche d'une relation singulière, sinon exclusive au pouvoir public. Quelles sont les influences croisées entre l'organisation des gouvernances des acteurs et leurs modèles socio-économiques, d'une part, et d'autre part, les environnements territoriaux dans lesquels ils s'inscrivent. Et les associations, enfin, sont-elles collectivement porteuses d'une contribution à l'élaboration de la vision et des projets de territoire? Voilà pour la présentation de nos 4 axes qui donc déclinent et reprennent les conclusions de notre groupe de travail. Alors maintenant, et avant de prendre les questions et les réponses,
on, on va rapidement vous présenter les modalités de réponse à cet appel à manifestation d'intérêt. Déjà, il nous a semblé important de partager des grandes des volumes en fait et des plafonds par type de projet que nous étions susceptibles de soutenir. Nous pourrons soutenir des bourses postdoctorales jusqu'à 30 000 €. Nous pourrons soutenir des travaux de chercheurs au sein de laboratoires ou indépendants et des soutiens aussi à des projets coélaborés entre chercheurs et acteurs associatifs avec là un maximum de 10 000 €. Des soutiens également d'amorçage de projets de recherche avec un maximum de 7 000 € et puis soutenir également des projets collectifs tutorés ou des stages de recherche d'étudiants en master, par exemple, avec un maximum de 2 500 €, ou encore des aides à la publication avec un maximum de 2 000 €, sans qu'on les chiffré ici, puisqu'on est aussi dans une phase d'exploration à l'Institut sur ces modalités de financement de recherche participative. Les frais engagés par les associations dans le cadre des recherches seront éligibles. En revanche, et ça c'est important de le préciser également, les travaux de thèse, compte tenu du volume budgétaire qu'ils représentent, n'entrent pas dans le cadre de cet appel à projet, à l'exception de l'angle de l'aide à la publication. Et par ailleurs, en termes de temporalité, les recherches pourront être soutenues sur 24 mois maximum. Alors, pour le calendrier et les différentes étapes, donc la date limite d'envoi des lettres d'intention est fixée au 14 septembre. Nous aurons un jury de présélection fin septembre avec nos partenaires, avec des membres du conseil d'administration et du comité scientifique de l'Institut. D'ailleurs, je remercie au passage nos premiers partenaires, la Fondation RTE et le FONGEP. Je dis premiers parce que nous aurons prochainement d'autres partenaires qui vont nous rejoindre. Nous aurons ensuite, nous avons programmé le 9 novembre un séminaire avec les candidats qui auront été présélectionnés. Donc, en répondant à notre appel à manifestation d'intérêt, il sera important de bloquer la date dans les agendas, la date du 9 novembre, qui sera une occasion à la fois de partager des pratiques, de sensibiliser, voire de former pour certains sur un référentiel en matière de recherche participative. Et ça sera aussi une occasion, sur la base des recommandations et remarques du jury de présélection, de travailler en mode collectif également la maturation des projets pour passer de la lettre d'intention au projet. Donc, c'est l'étape suivante à l'issue du 9 novembre. Donc, les candidats partent en écriture de leur projet pour un dépôt, confirmation et dépôt des projets complets pour le 10 janvier 2024. Et ensuite, une phase d'instruction scientifique et stratégique. Tous les projets de l'Institut sont instruits en double aveugle par des chercheurs, des membres de notre comité scientifique, et puis des chercheurs associés à l'Institut en fonction de leur expertise. Et puis ensuite, une instruction et un jury final qui est un jury stratégique composé du conseil d'administration de l'Institut et de ses partenaires. Et avec finalement, à l'issue de cette instruction et processus de décision, de grandes familles de critères qui engagent la décision de l'Institut. Évidemment, puisque nous soutenons des recherches, d'abord un critère scientifique. Est-ce qu'on apporte bien à l'édifice de la connaissance? Est-ce qu'on apporte bien dans des canons scientifiques et selon un référentiel académique qui est respecté? Donc ça, c'est les critères socles. Et puis, pour les projets qui sont validés par l'instruction scientifique, là, une validation stratégique, c'est-à-dire quel est le potentiel d'apport des résultats du projet de recherche au monde associatif et pour son développement.
Voilà pour calendrier et étapes. Et donc, si je continue pour dire un peu qui sont les candidats éligibles. Alors, en recherche participative, bien entendu, il faut adhérer à la démarche de recherche participative. Pour les chercheurs, on peut être attaché ou non à un laboratoire, mais il faut être chercheur, il faut travailler sur des sujets liés aux objectifs de l'appel à manifestation d'intérêt. Ça, c'est vrai pour tous les candidats. Pour les acteurs, être une association loi 1901 ou une structure publique ou privée sans but lucratif, partenaire du monde associatif ou qui opère dans l'accompagnement des associations. Avoir un référent et identifier un référent au sein de la structure pour toute la durée du projet. Et puis pour les modalités de réponse en recherche classique, évidemment, mobiliser fortement les sciences humaines et sociales, en complément de ce que j'ai dit auparavant. Et l'organisme bénéficiaire et gestionnaire des fonds devra, ça c'est vrai pour les chercheurs en général, être de droit français et domicilié en France. Alors, comment candidater? On vous met dans le chat un lien vers la plateforme pour retrouver toutes les informations autour de l'appel à manifestation d'intérêt. Vous pourrez télécharger sur cette plateforme et compléter la lettre d'intention, alors selon, soit en recherche classique, soit en recherche participative. On a 2 lettres différentes. Lettres dans lesquelles vous serez invité à présenter vos propositions. Et puis, donc, vous ensuite remplissez le formulaire et joignez la lettre d'intention complétée sur la plateforme pour le 14 septembre inclus et avant minuit. Merci de votre attention. Je peut-être me tourne vers mes collègues. Brigitte, Laurent, est-ce que vous aviez des éléments à ajouter à ce qui vient d'être dit? Pour ma part, non, c'est parfait. Je vois qu'il y a déjà de nombreuses questions dans le chat. Ok, très bien. Bah alors, prenons les questions les unes après les autres. Alors, l'existence de cofinancement est-elle un critère d'éligibilité? Non, ça n'est pas un critère d'éligibilité, c'est un critère complémentaire de solidité, voire de pérennisation du travail de recherche, mais en tout cas, ça n'est pas un critère d'éligibilité pour l'Institut qui accepte aussi, ce faisant, de prendre une part de risque, voire d'être le premier financeur. Peut-on cumuler 2 modalités de financement pour la même recherche? Par exemple, 10 000 € pour un projet de recherche, plus 2,5 pour un projet tutoré qui viendrait alimenter la recherche. Alors, nous, ce qu'on va regarder, c'est un projet. Donc, le projet, il a un budget. Et donc, c'est une bonne question parce qu'elle ne s'est jamais présentée, la situation ne s'est jamais présentée à nous. Donc, je pense qu'effectivement, on pourrait, si les 2 modalités étaient associées, je pense qu'on pourrait effectivement l'envisager. Voilà. Donc, ça répond également à Blandine Desjean et puis à Didier Christin. Alors, concernant le 3e axe, avez-vous des éléments méthodologiques permettant une approche concrète de l'impact associatif? Est-ce que là, Brigitte ou Laurent, sous réserve que, alors peut-être Laurent, je ne sais pas, mais sous réserve qu'on comprenne bien le sens, alors je ne la vois plus la question, sous réserve qu'on comprenne bien le sens
de la question. Ce que nous, on met à disposition comme matière, c'est à la fois, évidemment, on l'a dit, la note du groupe de travail, mais aussi de la bibliographie qui a été réalisée, la bibliographie participative, ainsi que, évidemment, l'ensemble de ce qui nous a échappé et que vous-même, vous pouvez avoir dans vos boîtes. Il me semble que c'est justement l'enjeu soit des chercheurs qui déposeraient, soit des acteurs-chercheurs, parce que là, il me semble qu'Alain est peut-être plutôt du côté des acteurs qui posent cette question, l'ensemble de ceux que vous connaissez comme existants et de ce qui vous semblerait utile d'investiguer davantage. Nous, on ne va pas mettre davantage à disposition que ce qu'on a déjà fourni à la suite de nos travaux de groupe. Merci Brigitte. Oui, Laurent. en complément, je ne dirais pas qu'on a une méthodologie à fournir parce que ça fait partie de l'enjeu. Ce que je peux essayer de préciser, c'est que l'idée, c'est quand même de dépasser là, le débat, en tout cas qui a agité le monde associatif et l'ESS, sur les questions d'entreprise à impact ou d'utilité sociale des associations. Donc là, l'idée, elle n'est pas de moins de regarder les impacts d'une association, etc., mais de regarder comment il y a co-création de valeur territoriale entre une ou des associations avec d'autres acteurs. Or, c'est un enjeu méthodologique parce que, y compris dans les analyses d'impact, le territoire et les impacts territoriaux, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender parce que justement, c'est des effets souvent co-créés et difficilement imputables à une seule organisation, mais au contraire, qui nécessitent de regarder comment il y a une co-création de valeur entre associations et d'autres acteurs. Donc justement, il y a un enjeu méthodologique. Ça fait partie justement de l'appel. Si on l'a bien pointé, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Après, il y a un certain nombre d'approches qui essayent aujourd'hui, par exemple, effectivement d'appréhender soit la coopération territoriale, soit la co-création de valeur territoriale à partir d'un certain nombre d'approches ou de méthodes. Mais je crois que c'était plus un enjeu à pointer, sachant qu'on est aussi, deuxième aspect, sur un aspect, c'est bien indiqué par Florent, multidimensionnel, c'est-à-dire ça peut être pris aussi bien sous l'angle d'impact politique que de valeur territoriale sur le plan politique, écologique, social. Voilà, donc là-dessus, il ne faut pas non plus se limiter à ce qui est parfois aujourd'hui mise en avant souvent par les financeurs, c'est-à-dire des formes d'impact quantitatif et monétaire. Voilà, donc là, au contraire, c'est un appel à avoir des méthodologies beaucoup plus aussi qualitatives sur des pluriels. Peut-être que j'ajouterais, parce que ça n'a pas été peut-être dit, il y a eu quand même, parce que les 4 actes ne sont pas exhaustifs de l'ensemble des réflexions du groupe, il y avait aussi une réflexion dans cet aspect-là, dans cet axe-là, sur la question de prendre en compte les espaces numériques. Comment le numérique, dans l'action associative, vient renforcer ou transformer les territoires des associations. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut intéresser en tout cas l'IFMA, et ça peut être aussi sur ces aspects-là que la création de valeur peut être abordée. Merci Laurent. Alors, une autre question, Sylvain Lyon, Résonance. Bonjour, comment les résultats des projets sélectionnés seront diffusés? C'est une question importante parce qu'on attache beaucoup d'importance à l'Institut, à la valorisation des résultats des travaux de recherche et à la diffusion de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance que nous soutenons vise est une connaissance activable, elle vise à être utile au monde associatif, appropriée par les acteurs associatifs, en plus évidemment de trouver sa diffusion dans le monde académique. Donc on a un certain nombre de critères et d'exigences
sur les formats de valorisation des livrables de restitution des travaux, qui devront être communiqués le plus largement possible et pour un public non académique également. Donc ça, c'est à embarquer dans le projet. Ça fait partie intégrante du projet que de penser les livrables de restitution et des livrables soient aussi appropriables par un public non académique. Et puis ensuite, il y a toute une... Donc ça, c'est pour ce qui concerne les candidats, les projets qui nous sont présentés, avec un accompagnement par l'Institut également sur cette dimension de valorisation, et puis une activité propre de l'Institut qui va consister à communiquer également autour des travaux de ces lauréats à travers des événements, à travers des publications, plutôt des publications professionnelles, etc. Voilà, pour cette question. Alors, je vais passer la parole à mes collègues pour les autres questions, mais comment définissez-vous un chercheur qui ne travaille pas dans un laboratoire, avoir une thèse, avoir des publications? Pardon, me revient juste un point sur la question précédente concernant les recherches participatives spécifiquement. On attache une importance particulière à ce que justement les livrables de restitution aient été pensés en commun par les acteurs et les chercheurs, ce qui pour nous constitue un gage, une garantie du caractère appropriable des livrables par les acteurs associatifs. Sur la question suivante, est-ce que Brigitte ou Laurent, tu veux? Et Oui, peut-être prendre la question d'après aussi, qui recouvre pour partie un certain nombre de Alors, choses. je lis du coup la question qui suit, effectivement. Donc, comment définissez-vous un chercheur? Pour la recherche participative, faut-il s'associer à un chercheur extérieur? Des chercheurs travaillant dans une association ne peuvent pas candidater, point d'interrogation. Comment vous définissez ce statut de chercheur pour une association? Et dans ce cadre, si l'association de recherche répond et travaille en recherche-action avec plusieurs associations, doit-on proposer un référent pour chacune des associations enquêtées ou l'asso de recherche seule est référente? moi, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions, surtout que formellement et de manière critère, je laisserai Florian dire si il ne me semble pas, il y a des critères sur... moi, je dirais simplement un chercheur indépendamment d'une appartenance à un labo et un statut, ça va être quand même d'abord des références quand même. C'est-à-dire que pouvoir faire état de travaux, alors soit publication, soit rapport, voilà, où on voit qu'il y a eu un travail notamment sur le monde et la vie associative. C'est aussi dans la réponse de pouvoir faire un certain nombre de références à des travaux réalisés. Alors, ça ne demande pas un état de l'art, mais ça se voit parfois dans les projets, parce que je suis au comité de scientifiques, donc de temps en temps, on voit où effectivement, parfois, sur tel ou tel enjeu, on voit qu'il y a des références un peu évidentes. Voilà, on sent s'il y a une connaissance un petit peu de la littérature sur le monde associatif ou pas. En tout cas, on voit qu'il y a une capacité à se référer à une littérature existante. Et puis aussi la construction méthodologique du projet. Ça se perçoit dans ce cadre-là. Donc voilà, en gros, comment on peut apprécier ce qu'est un chercheur, sachant qu'effectivement, comme l'IFMA est sur de la recherche participative, l'idée que les acteurs soient aussi des coproducteurs de savoir fait partie des enjeux, en tout cas des recherches financées par l'IFMA. Mais on a aussi quand même cette vigilance, enfin cet intérêt pour voir que ça puisse, les travaux produits puissent aussi alimenter le débat de la communauté des chercheurs qui travaillent sur la vie associative, pour le dire autrement. Oui, quelques éléments complémentaires.
La pratique que l'on a à l'IFMA, c'est qu'effectivement, la question est notée avec chercheur entre guillemets, c'est que de fait, pour que le dossier soit recevable, il faut que au moins des chercheurs de l'équipe qui répond soit docteur, c'est-à-dire et une thèse. Et réaliser une thèse. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Certes, j'abonde dans le sens de Laurent, c'est intéressant et utile et nécessaire de nous montrer les implications de recherche que une ou plusieurs personnes de l'équipe de recherche auraient déjà, notamment au travers de publications, sans pour autant limiter, sans pour autant dire que ce serait un critère excluant plutôt les publications, puisque ça empêcherait, par exemple, la jeune recherche de déposer des candidatures à cet appel à manifestation d'intérêt. Sur la question de la recherche participative, notamment, est-ce que si on a au sein de la même association à la fois les acteurs associatifs, si j'ose dire, et en même temps les chercheurs associatifs ou les chercheuses, est-ce qu'on peut répondre, a priori, si on a l'ensemble du dispositif en son sein, notre appel à manifestation d'intérêt n'exclut pas cette possibilité-là. J'imagine à quoi le jury scientifique, puis le jury de sélection finale serait particulièrement attentif, c'est au fait qu'on n'ait pas le sentiment que du coup on répond à une question qui est vraiment que dans un tout petit écosystème qui se suffirait à lui-même. Voilà. Donc il peut y avoir tout à fait de la pertinence, hein. Je ne sais pas quelle serait la nature du projet, donc pas de souci de ce côté-là, mais c'est un point d'attention que je suggérerais pour cela. Donc la question du statut de chercheur, ça rejoint ce qu'on a vu avant. Si on répond, si on répond et qu'on travaille en recherche RH, j'imagine ça veut dire recherche-action avec plusieurs associations, doit-on proposer un référent pour chacune des associations enquêtées ou l'association de recherche seule est référente? Évidemment que si plusieurs associations sont partie intégrante de la recherche participative, il faut forcément que quelqu'un soit chargé du sujet en son sein, parce que sinon, ça n'aura pas de sens. Après, qu'il y ait une organisation après de pilotage dans lequel tout le monde n'est pas tout le temps partout à la fois, ça, évidemment, sur des questions méthodologiques, ça sera recevable. Mais que si une association est directement participante au sens vraiment participante à la recherche, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, en son sein, soit chargé du projet et de missions particulières, qui ne sont pas forcément toutes les missions du projet de recherche, mais de missions particulières en son sein sur les apports à tel ou tel axe du projet qui sera proposé. Voilà ce qui me semblait utile d'ajouter. Du coup, je n'ai pas eu le temps de lire les questions suivantes. Non, mais je reprends. Donc, il y a alors deux questions qui vont un peu ensemble. Faut-il, Nelly Valence, MRJC, faut-il un coportage du dossier déposé entre associations et laboratoires? Peut-il être déposé par un seul acteur? Et puis une autre question, comment les associations qui candidatent seront mises en relation? Donc, c'est les locaux côtiers. Comment les associations qui candidatent seront mises en relation avec les chercheuses intéressées par le projet? En effet, nous sommes intéressés par cette AMI, mais nous ne sommes pas encore en lien avec les chercheurs. Alors, s'il s'agit de recherche participative, et c'est ce dont il s'agit puisque les deux questions sont posées par des acteurs associatifs, au bout du bout, le projet, donc l'étape projet, devrait être déposé conjointement par au moins un acteur et un chercheur. Ceci étant, on ouvre la possibilité dans le cadre de l'AMI à ce que pour des binômes qui n'auraient pas été encore constitués d'acteurs et de chercheurs, les candidatures puissent se faire séparément avec
la possibilité pour l'Institut d'essayer de composer des binômes, des tandems, dans la mesure de notre capacité à, au sein de notre réseau, identifier et mobiliser. Donc, ça veut dire que il n'y a aucune garantie, si vous candidatez seul, que nous parvenions à composer, vous aider à composer le binôme. En tout cas, on s'y attellera autant que faire se peut. Donc, autrement dit, pour sécuriser votre projet, on vous incite vraiment à répondre, avoir identifié les équipes au complet et puis déposer. En revanche, si vous n'en avez pas la capacité ou si vous n'en êtes pas là, ça ne doit pas être un facteur limitatif et on essaiera de vous accompagner dans cette démarche. Ensuite, question sur en termes de calendrier, est-ce que la présélection implique un premier financement? Non. Donc et sinon, confirmez-vous que le financement, si obtenu, est à projeter après avril 2024? Oui, c'est bien ça. Le financement démarre donc pour les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire les projets qui auront été sélectionnés à l'issue du jury final, donc après avril 2024. Autre question, pour les bourses doctorales, est-ce possible, si l'on a soutenu sa thèse il y a plus de 2 ans, si l'on a eu des contrats postdoctoraux auparavant, je suppose que la bourse peut être versée à un laboratoire sous forme d'une convention et ainsi transformée par le laboratoire en contrat de travail. Est-ce que mes collègues veulent apporter une réponse? En tous les cas, ce n'est pas quelque chose qu'on a exclu par nature, sinon ça aurait été porté sur l'appel à manifestation d'intérêt. Néanmoins, je pense que là aussi, on apprécierait, c'est-à-dire que si on était dans le soutien à des contrats postdoctoraux successifs, on apprécierait la pertinence de notre implication sur la demande qui serait faite. Peut-être quelqu'un veut ajouter à ce sujet, je ne sais pas. Laurent, est-ce que tu veux? Je profite juste avant pour dire qu'il y avait une question sur, je ne sais pas si tu as répondu, Florian, parce que je checkais les autres. L'appel à manifestation d'intérêt a-t-il vocation à financer une recherche déjà en cours? Est-ce que tu as répondu à ça? Non, je n'ai pas répondu. Voilà. Donc, Tu veux? Laurent, tu voulais compléter quelque chose? Non, pas spécialement? Non. Voilà. Sur ce point-là, il me semble, alors sur le point, a-t-il vocation à financer une recherche déjà en cours? A priori, non, on n'a pas fait. On suppose que si la recherche, on n'a pas fait jusqu'alors. On a, sauf argumentation, sur des développements de recherche qui n'étaient pas prévus originellement. Mais en règle générale, si la recherche a commencé, son plan de financement est bouclé, sauf en effet s'il y a des développements nouveaux qui s'inscrivent au fil de l'avancée de la recherche ou si le budget n'est en effet pas bouclé. Ensuite, il y a une question de Sarah El Idrissi. En cas de cumul de 2 modalités de financement, est-ce qu'il y a un seuil de financement à ne pas dépasser? En fait, là, je pense qu'on va regarder, enfin, on va regarder vraiment le budget du projet et ses besoins. Donc, c'est une situation qui ne s'est pas présentée, mais à ma connaissance, non. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que on a un taux de candidature qui est important pour des budgets qui sont fermés. Donc voilà, donc le budget de 30 000 € est pour nous un maximum. Donc c'est ce qu'on a plutôt fléché sur les bourses postdoctorales. Alors, d'autres questions que je découvre là au fur et à mesure, mais qui
auxquelles on a déjà répondu sur la réponse conjointe association et chercheurs. Alors, il y a une question qui prolonge, mais est-il une plateforme qui permettrait de mettre en relation des associations orphelines de laboratoires et des laboratoires en quête d'association? Alors, il n'y a pas de plateforme si ce n'est... alors, et Stéphanie Bost, merci Stéphanie de la MSH Sud, nous indique que en Occitanie, la MSH Sud pourrait venir appuyer cette démarche de go-between par le biais de Trait d'Union. Et donc, ce que je vous ai indiqué pour l'Institut, c'est que c'est quelque chose qu'on prévoit dans le cadre de notre process, mais avec voilà, une capacité à l'échelon national qui sera pas forcément une garantie de mise en œuvre. Qu'est-ce qui est proposé possible pour les doctorants ou chercheuses qui ne sont pas forcément intéressés par du financement, mais par une mise en réseau et une contribution à des groupes de travail ou de réflexion sur ces enjeux, participation citoyenne et fêtes associatives et relations au territoire? Pierre Beaulieu, merci pour cette belle question. L'Institut, il se pense comme un réseau de connaissances acteurs-chercheurs. Donc, effectivement, à travers ces groupes de travail, mais aussi à travers les événements et les temps d'échange qu'il produit. Il a l'intention de structurer encore davantage à travers des outils, et notamment à moyen terme une plateforme, mais aussi de structurer des temps et des modalités de réseau de connaissances. Donc, on vous invite, si vous êtes intéressé par faire réseau avec nous sur ces enjeux, on vous invite à prendre contact avec l'Institut. Je prends la question suivante, Oui. si tu veux. Est-ce que les recherches doivent uniquement porter sur la France? Non. Ça nous est déjà arrivé de soutenir des programmes de recherche qui avaient une dimension internationale. Par contre, les équipes de recherche ou les acteurs qui porteront le projet, si c'est une association par exemple ou un réseau associatif, devront être en France et enregistrés en France. Sur la question suivante, je suis chercheur et membre du bureau d'une association. Si j'ai bien compris, notre association peut répondre à l'appel. Bien, tout à l'heure, on a répondu oui, sous réserve que le sujet ne soit pas trop en consanguinité ou dans un écosystème trop restreint. Alors, je te laisse enchaîner. Est-ce que la taille de l'association et son impact sont des Alors, pardon, critères? pardon, je complète parce que il y a une question encore sur l'international. Est-ce qu'il y a des pays cibles? Non. Il n'y a pas de pays cible. Par contre, on sait que sur les questions contribution du fait associatif et territoire, il n'y a pas forcément pléthore aujourd'hui de partenariats internationaux. Il y a quelques pays qui, en effet, sont assez avancés, mais peut-être que vous avez des idées au-delà de ce que nous, on a pu recenser. Donc, non, il n'y a pas de pays cible. Alors, est-ce que la taille de l'association et son impact sont des critères de sélection et des collectivités peuvent-elles déposer un dossier? Alors, on n'a pas fait de critères fermés en réponse à ces deux questions. Donc, il n'y a pas de taille, que ça soit minimale ou maximale, comme critère. Et puis, on a ouvert à des organismes d'intérêt général. Dans le cadre d'une recherche participative, un projet peut-il être déposé par un chercheur slash une collectivité territoriale? Donc, je pense que là, on a répondu. Quel type de frais engagés par des associations sont éligibles? Est-ce que des travaux de groupe impliquant différentes associations autour de sujets de recherche peuvent faire partie des formats soutenus par l'AMI? Dans ce cas, est-ce que leur participation, temps de travail, peut être éligible? Brigitte, tu veux... Oui, ben en fait, c'est ça, c'est l'éligibilité du temps
passer par les associations pour être acteur de la recherche. Donc, de fait, la réponse est oui, évidemment, dans la limite des enveloppes de contribution de l'Institut qui peuvent du coup appeler des cofinancements importants à trouver en particulier pour répondre à cette question-là. Alors, nous, je crois qu'on a fait le tour des questions. On a pris un peu de retard sur l'horaire. Pardon pour ça. Avant de se quitter, on va vous proposer juste un petit sondage pour conclure ce Non, temps il y a de... une question, il y a encore une question quand Ah, même. Une pardon. nouvelle précision sur le budget SVP. Suite à votre formulation de réponse, 30 KE, c'est un maximum plutôt fléché vers les post-doc. Le plus tôt laisse penser que le plafond affiché de 10 KE pour les projets de recherche n'est pas un plafond totalement infranchissable. Est-ce bien le cas? Merci. Je te laisse répondre, Florian. Non, le plus tôt était sur la question des cumuls. Donc, c'était ça, effectivement. On a bien... C'est plutôt un cumul dans la limite de 30 KE. Ouais, c'est ça. Alors, donc on vous propose de conclure par ce sondage rapide. On vous garde encore vraiment 2 minutes. Et donc, Clara va le lancer. Alors, vous avez dans le chat, normalement, voilà, accès à un Mentimeter pour répondre. Non. Pendant que vous répondez, juste voilà un mot pour vous remercier de votre intérêt et l'enthousiasme qu'on a senti à travers les questions. Donc, espérant que votre présence, cet intérêt et cet enthousiasme se traduisent maintenant en lettres d'intention. On attend avec impatience, bien entendu, l'équipe de l'Institut, s'il y avait d'autres questions est à votre disposition, et en chat, on vous a également laissé une adresse pour que vous puissiez nous contacter par mail. On privilégiera les échanges par mail. Nous sommes une petite équipe. Voilà. Il me reste à vous souhaiter de bonnes réponses à notre appel à manifestation d'intérêt et bonne réflexion autour de projets qui, nous en sommes convaincus, seront importants pour le renforcement de la connaissance, mais aussi pour le développement du monde associatif à l'échelle territoriale. Merci Brigitte, merci Laurent, merci également à Clara et Amira de l'équipe de l'Institut d'avoir porté ce webinaire. Merci Florian et merci à tous les participants et participantes. Merci à tout le monde. Au revoir.